Bonjour, merci à toutes et tous d'être venus à la rencontre du travail de Cécile Beck dans ce contexte un petit peu particulier. Et merci beaucoup Cécile de nous faire le plaisir d'être ici. Merci de me recevoir. Je ne vais pas faire ton portrait dans un profil chronologique. J'ai décidé de faire un portrait chinois. D'accord. C'est en cheminant au travers de ce que m'a inspiré la BD et peut-être au travers des réponses que tu vas faire à mes questions que je suppose les auditeurs dégageront un portrait de toi. Et s'ils le souhaitent, poseront d'autres questions à la fin. Notamment sur ton rapport peut-être au détail, à la couleur, à la lumière dans cette BD, ton rapport à l'océan, à un certain souffle féminin qui m'intéresse. Et aussi le rapport aux tensions qu'habite la société japonaise, qui ne sont pas sans rappeler les nôtres. D'accord, c'est pour là. Voilà, donc pour commencer, j'aurais aimé savoir si tu peux nous dire quels auteurs ou quels peintres ont suscité chez toi le désir d'être illustratrice et peintre quand tu étais enfant, comme tu le dis quelque part, tu étais les pieds dans le sable et la tête dans les livres. Je dirais que mes premiers souvenirs d'images, c'est des livres illustrés, donc c'est plutôt c'est des auteurs jeunesse qui m'ont marqué beaucoup, qui m'ont donné cette envie-là. Et puis, moi, j'ai toujours vécu entourée de livres. Mes parents on a des livres dans toutes les pièces chez mes parents. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à lire. Je faisais partie un peu des enfants qui passent tout le temps. Quand ils sont invités chez les copains, ils restent à bouquiner dans la chambre. Et puis, du coup, les copains qui invitent sont un peu. J'ai toujours été un petit peu là-dedans, je m'évanais un peu dans mes histoires, et puis évidemment les images m'attiraient beaucoup. Moi j'ai été très marquée par le duo Roald Dahl et Quentin Beck, le duo Henri Bichonnier et Pef aussi, Monstre Poilu, le Roi des Bons, enfin tout ça, c'est tout ce qui était un peu irrévérencieux, c'est ça, et drôle. Une impertinence. Exactement. Mais je pense qu'en fait, quand on est enfant, on aime bien parce que c'est un peu transgressif, justement, ce genre de récit. Pareil, les Tom Tom et Nana, de Bernadette Després, voilà, ils font des bêtises, ils inventent toujours des trucs drôles et à chaque fois, ils poussent la bêtise encore plus loin. Et moi, c'est ce que j'aimais, justement, dans ce genre de livre. D'accord. Après, plus tard, je pense que c'était les bandes dessinées qui m'ont beaucoup plu, notamment les Claire Berger. On en avait pas mal aussi. J'aimais bien causer aussi, dans un style beaucoup plus. On quitte un peu l'humour. J'aimais beaucoup l'élégance, j'aime beaucoup l'élégance de son trait, ses couleurs, puis la poésie qui se dégage de ses histoires aussi. J'aime énormément aussi Bill Watterson, on revient encore dans un truc humour, mais je trouve que c'est un maître en matière de dessin et de manière de raconter ces petits strips de bande dessinée en 4 cases. Voilà, il arrive à faire une histoire avec une chute, c'est drôle, et avec un minimum de. Il a une palette d'expression dans les personnages tout en ayant l'impression que c'est d'une simplicité enfantine. Donc, en fin de compte, il y a énormément de maîtrise derrière. Je trouve que c'est un peu virtuose, que moi c'est un de mes préférés. Bon, déjà, c'est pas mal, ça donne le ton. Ouais, mais ouais, c'est très éloigné de ce que moi je fais. C'est éloigné et en même temps, je trouve que le fait de brosser un personnage en très peu de choses, ça te caractérise aussi. Après, dans la ligne claire, j'aimais beaucoup les Tintins, les Rivières et Flottes, voilà, mon truc pareil qui travaillait chez mes parents. D'accord. Alors la BD Anna, Le souffle des femmes, elle est parue en 2020 chez Sarbacane, elle a été primée au Festival d'Angoulême, c'était la Pépite. Oui. Et elle trace en 3 périodes une histoire qui se passe au Japon, sur l'île d'Egora. C'est
C'est une histoire d'une jeune Tokyoïte qui débarque sur cette île pour y apprendre le métier d'ama grâce à sa tante Isoe. Alors, je te laisse peut-être en dire un petit peu plus sur l'histoire. Est-ce que tu veux... En fait, il y a une espèce de mystère au départ sur son arrivée. On ne sait pas pourquoi elle est là. On sent qu'il y a des espèces de non-dits. On sent qu'il y a une trame familiale qui se joue en toile de fond. Le mystère plane pendant le début. On sait qu'elle est là. On sent qu'il y a eu des tensions entre la sœur d'Isoe et la mère de Nagisa. Entre Isoe et la mère de Nagisa. Et donc, ouais, c'est un choc des cultures parce que justement. Elle arrive de la ville. Elle est très polissée, très effacée. C'est une espèce de jeune fille qui est vraiment dans l'image épinale de ce qu'on se fait de la jeune japonaise dans les années 60, c'est-à-dire assez soumise, timide, effacée. Et puis, elle va rencontrer des amas qui sont des femmes fortes, donc c'est une communauté matriarcale. Donc elle va être initiée, ça va être un apprentissage. Et en fin de compte, pour moi, c'est le récit d'une immersion dans tous les sens du terme. En fait. Voilà, c'est une plongée. Je vais faire beaucoup de métaphores comme ça, je sens. C'est une plongée dans quelque chose de totalement différent et elle va découvrir beaucoup de choses. Et en fait, ce scénario, en fait, c'est un récit initiatique. C'est ça. Elle va découvrir des choses du métier d'ama et elle va aussi découvrir des choses sur sa famille. Oui. Et elle va découvrir des choses in fine sur elle-même. Exactement. Elle va découvrir, elle va prendre conscience de la vie qu'elle a envie d'avoir et c'est marrant parce qu'en fait elle arrive, on se dit elle va se faire croquer par cette communauté parce que elles en imposent, elles ont un certain bagou, une manière de parler très crue, alors qu'elle, on sent qu'elle est un peu en décalage avec elle au tout début. Et puis en fin de compte, elle va se révéler au fur et à mesure de son évolution des années qui passent, étonnamment forte et courageuse. Et puis elle va faire des choix de vie, elle va s'affirmer. Très courageux aussi. Très courageux, et elle va aller à contre-courant de ce qu'on attend de la société japonaise des années 60, en tout cas, pour une femme. Voilà, donc, Et donc Franck Manguin, qui est le scénariste, oui. Parce que lui, il a une histoire très particulière avec le Japon. Oui, bien sûr. Il n'est pas du tout étranger, et notamment à cette région-là du Japon, à ce contexte de collectivité, de femmes comme ça, et de coutumes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez décidé de raconter cette histoire? Alors effectivement, Franck, lui, il est marié à une japonaise, c'est un occidental, il est français, il est de Biarritz plutôt. Et il est marié à une japonaise, il a vécu au Japon, il parle très bien japonais. Et il s'est rendu compte que sa femme venait de la région d'Ishikawa, qui est de là où viennent les amas dans l'histoire en fait. Et il s'est du coup intéressé à cette communauté et il a voulu leur rendre hommage et écrire un scénario sur justement ce métier, cette communauté qui en plus est en phase de disparaître. Et il a situé l'image, le scénario dans les années 60, qui est au moment où la bascule s'opère en fait sur le non-renouvellement du métier en fait. D'accord. C'est pour ça qu'il a. Mais pour en revenir à votre duo, justement, puisque tu parlais de duo au tout début, oui. Comment est-ce qu'il s'est créé ce duo? Est-ce que c'est lui qui est venu te chercher? Non, c'est l'éditeur qui nous a présenté. En fait, au départ, Franck il devait faire, ça devait être son projet en totalité, il devait faire des dessins également. Et puis, il n'a pas pu pour des raisons, emploi du temps, de planning, bref. L'éditeur s'est mis en recherche d'un illustrateur pour illustrer cette histoire. Et je suis arrivée un petit peu au bon moment, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à. Je suis un peu tombée dessus par hasard. Je cherchais alors moi je venais de finir un livre avec un éditeur et puis je cherchais un autre projet. J'avais pris rendez-vous avec la maison d'édition Sarbacane pour un album jeunesse, parce que je viens de la jeunesse plutôt, c'est ma première BD adulte. Et je cherchais, j'avais un rendez-vous avec une éditrice chez Sarbacane en jeunesse. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi un rayon de bande dessinée. Je me suis dit, bon, quitte à monter à Paris, autant essayer de faire d'une pierre deux coups. Donc j'ai envoyé aussi des dessins un peu plus adultes à l'éditeur pour la bande dessinée. Et mes dessins sont arrivés au moment où il avait le scénario de Franck entre les mains. Et
Et j'ai envoyé des dessins de couple, donc des gens tout nus. Et ils ont dit, bon bah, vous dessinez des gens tout nus, super. Alors, proposons-lui ce scénario, on sent qu'elle gère bien l'anatomie. Très bien, on voit bien. Voilà, donc c'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, mon rendez-vous s'est transformé en double rendez-vous. D'accord. Et donc, je ne connaissais pas Franck et il nous a présenté quelques mois après au Salon de Montreuil. On passe connaissance. Très bien. Et on s'est rencontrés à cette occasion-là et on a pas mal discuté parce que Franck est plutôt expert en Japon. Moi, j'y ai déjà été, mais je ne suis pas du tout experte. J'ai plein de lacunes. D'ailleurs, je ne connaissais pas les hamas. Et alors justement, est-ce qu'il a dû être intarissable sur le sujet? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il est vraiment question? Qu'est-ce qu'une hama? Alors, une hama, c'est une femme qui pêche en apnée des coquillages. C'est un métier qui est exclusivement, en tout cas dans la tradition, qui est exclusivement réservé aux femmes. Il y en a dans plusieurs pays asiatiques, il y en a en Corée, il y en a donc au Japon, je crois qu'il y en a aussi en Thaïlande, sous des noms différents, mais c'est exactement la même chose. Ça existe depuis des centaines d'années. Et elles plongent avec un pan. Voilà, à moitié nues. Elles sont toujours reliées à une corde, en général, qui les relie soit à un panier qui flotte dans lequel elles mettent les coquillages. En général, ce sont des ormeaux. En tout cas, c'est le coquillage roi, c'est le Graal. C'est celui que tout le monde s'emploie à chercher. Et puis, soit elles sont reliées à une barque sur laquelle les attend un tomae, qui est donc un homme, en général un mari, qui les assiste dans leur pêche et qui les sécurise entre guillemets. C'est ça. Au moindre signe, la corde tire sur la corde et puis hop, le tomae les remonte. Mais quand elles pêchent juste seule avec un panier, voilà, il n'y a pas de tomae, mais c'est deux sortes de pêche qu'elles pratiquent en fait. Soit seule avec un panier, soit sur une barque un peu plus loin avec un tomae qui les assiste. Alors ce qu'on découvre quand même au début, c'est que c'est quelque chose de très rude, l'environnement est rude. Elles sont d'ailleurs là, elle est sous l'eau avec un poignard, il y a quelque chose d'une sirène combattante. Oui. C'est loin d'être la jeune femme évaporée. Alors, forge un caractère, mais une fois sur Terre, il y a quelque chose qui relève d'une certaine précarité quand même. Elles sont dépendantes du prix fixé par celui qui revend des ormeaux. Donc c'est des guerrières sous l'eau et des femmes un peu précaires sur Terre. Malgré tout, on voit que ce sont des femmes dans un Japon qui est quand même très patriarcal. Donc malgré le fait qu'elles soient dans une espèce de bulle à part de cette société matriarcale, on sent que l'ombre des hommes plane au-dessus d'elles et qu'elles ne sont pas totalement maîtresses de leur destinée. En fait, elles sont obligées de se marier, elles sont tributaires des prix fixés par les hommes. Voilà, il y a quand même des choses. Et effectivement, cette couverture, c'était voulu justement cette attitude un peu guerrière. Je voulais à la fois montrer l'élégance des mouvements qu'il y a dans l'eau, quelque chose de très élégant, de très féminin. Ça peut faire penser à des ballets aquatiques. Il y a une espèce de fluidité assez belle quand on voit les mouvements qui sont très amples sous l'eau. Et à la fois, je voulais la montrer alerte et attentive, dans une attitude qui était loin d'être passive et voilà, pour montrer que c'est un métier qui est dangereux. Il y a des accidents chaque année, il y a des requins, il y a... Elles ont une forme une technique de respiration particulière aussi. Elles pour éviter les accidents. Elles n'hyperventilent pas, je crois, en fait. Et elles n'hyperventilent pas. C'est pas comme par exemple, en apnée, je crois qu'ils font de l'hyperventilation pour se préparer. Je crois que c'est notre approche, notre manière de respirer. D'ailleurs, ça m'a intéressé Jacques Mayol quand il avait été voir des hamas, il s'était intéressé à leur technique de respiration. Voilà, d'accord, pour la petite histoire. Alors, en m'intéressant au hamas, je me suis rendu compte qu'il y avait deux photographes qui s'étaient amusés à les photographier. Donc, il y en a un qui s'appelle La Jolie, parce que je n'ai pas retenu, Fosco Mareni, dans un livre qui s'appelle L'Isola delle Pescatrici, et un photographe japonais qui s'appelle Yoshiyuki Iwase. Alors, je montre ici deux de ces photos. Au-dessus, on a une photo du photographe italien, et en dessous, une photo du photographe japonais. On est vraiment sur deux types de photos très différentes. Est-ce que tu peux réagir sur le traitement des corps et sur le parti pris que tu as fait, sur la pictogénie, je dirais, de ces femmes qui plongent nues, c'est-à-dire
tu allais dessiner des femmes qui plongent nues, ça allait être très beau. Quel parti pris tu as pris au regard, par exemple, de ce travail? Alors moi, j'ai essayé de me rapprocher au plus près de leur quotidien, c'est-à-dire le parti pris du naturel et de les montrer dans la réalité de leur quotidien. On voit effectivement que le photographe italien les montre dans l'action en train de pêcher, sont sous l'eau, on sent qu'il y a un regard presque neutre qui est posé sur elle. Et dans le chef photographe japonais, on sent que c'est un regard d'homme en fait, qui est posé sur elle. Et il les perçoit, on sent qu'elles sont perçues comme des femmes désirables. Et il y a tout un érotisme japonais qui est né à partir des hamas. Notamment, il y a des estampes assez suggestives d'amas qui ne laissent pas vraiment de place à l'imagination, où on voit que clairement c'est des objets un peu fantasmés. Mais voilà, il y a une partie de l'érotisme japonais qui est née avec ces hamas. D'accord. Et c'est un objet de fantasme au Japon, et à la fois elles sont extrêmement respectées, et à la fois c'est un objet de fantasme, mais à la fois elles sont vues aussi comme des femmes très masculines, qui ont la peau tannée par le sel, par le soleil, qui marchent un peu comme des camionneurs, qui se maquillent pas, enfin sont assez brutes quoi, donc très à l'opposé de ce qu'on imagine, la jolie japonaise, un peu geisha avec la diaphane éclair. Et les corps là sont vraiment pris dans l'action, ils ne sont pas érotisés. Oui. On n'a pas affaire à des pin-up sur la plage, on a affaire à des travailleuses. La nudité, c'est leur costume de travail, c'est ça. C'est leur bleu de travail. Ouais, oh bien. Voilà. Oui. Et alors ensuite, il y a aussi d'autres choses qui me sont venues sur les contrastes, notamment quand on est donc en plein milieu des années 60, le Japon se modernise, 1964, les Jeux Olympiques, donc là, d'ailleurs, un des personnages en parle à un moment donné face à la mer. L'histoire bascule au moment où un jeune Tokyoïte arrive, observe ces femmes qui sont en train de travailler à la sortie du bain. D'ailleurs, elle se fait vertement tancer par Isoé, la tante, qui n'accepte pas qu'un jeune homme vienne les regarder, sauf que lui, il est ornithologue, il était venu pour dessiner les oiseaux. Et en fait, il y a quand même cette modernité, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que ce soit un homme, c'est quelqu'un qui vient de Tokyo, il y a cette modernité qui vient finalement questionner le personnage principal de Nagisa. C'est-à-dire aussi qu'il vient quelque part ancrer la BD dans les années 60, parce que s'il n'était pas là, ils sont en kimono, ils sont nus, il y a juste un vélo ou des bicyclettes, il n'y a pas de voiture, ou très peu, on voit une camionnette, mais sinon en fait on ne sait pas à quelle époque ça pourrait se passer. Ça pourrait très bien se passer en 1920, personne ne le saurait, parce que je pense qu'en 1920 c'était plus ou moins la même chose quoi. Effectivement, c'est un ressort scénaristique pour introduire ce contraste entre la modernité et la tradition. Moi, je trouve que ça fonctionne un peu de cette façon-là. Et puis, c'est aussi à partir de sa vision à lui qu'on voit qu'elles sont en décalage avec le reste du Japon. En fait, quelque part, elles n'évoluent pas, elles, alors que le Japon, il file à toute allure et qu'il y a une espèce d'immobilité, une espèce de parenthèse, une espèce de bulle à part sur cette île où les choses sont immuables et sont comme ça depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Et à côté, le Japon qui évolue très 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 vite, et Tokyo qui se modernise à toute allure. Donc, justement, par rapport à ce contraste, il y a quelque chose qui est évidemment très net et sur lequel on tombe tout de suite, c'est cette bichromie. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Alors, la bichromie, c'est un choix graphique que j'ai fait parce que déjà j'avais envie de me concentrer beaucoup sur le trait et pas de me disperser trop avec la couleur. En général, c'est un choix que je fais souvent quand je travaille en numérique, et c'est une bande dessinée faite en numérique, donc j'avais pas envie de partir dans plein de couleurs, et puis je voulais une couleur qui rappelle la mer, donc le bleu, le vert. J'ai hésité longtemps avec quelle couleur mettre, puis en fin de compte je suis revenue à ce bleu là qui est un peu passé, qui a un côté un petit peu doux, apaisant, oui, qui peut faire très bien penser à tout ce qui est
ces estampes Alors là, oui. des couleurs japonaises en fait, qui font partie de l'univers japonais iconographique. Ouais. Et puis apporter cette trame d'imprimerie aussi, qui donne un petit côté rétro, justement. J'ai mis un peu de parcimonie, qui peut faire penser aussi parfois au manga. Et ce fond crème qui vient réchauffer un petit peu le tout pour que malgré tout on sente le soleil sur les corps, les ombres aussi. Voilà, je voulais vraiment marquer la lumière par les ombres en fait. C'est ça qui, c'est comme ça que j'ai posé la C'est le couleur. rapport à la lumière. C'est le rapport à la lumière. Ça m'a fait penser, alors au Uzukai bien sûr, enfin vraiment là on est vraiment dans les mêmes tonalités, hein, c'est incroyable. Et il se trouve que c'est donc l'air et l'eau, et c'est un courant artistique qui s'appelle, qui a pour nom le monde flottant. Oui. Et je trouve ça très beau parce qu'il y a vraiment quelque chose de ces corps qui plongent, qui vont chercher les ormeaux, même les cases, à l'exposition des cases, fait qu'on est à la fois dans un mouvement, mais à la fois dans un flottement. Et dans cette non-résolution des tensions dont il est question, et qui sont très bien mises en valeur par cette bichromie aussi, il y a quelque chose de flottant. Après, moi j'ai eu des retours où on disait que justement le fait de mettre par une bichromie, ça permettait aussi de se concentrer sur les sentiments qui se passaient à travers les personnages, et de se concentrer justement sur le côté intime, sur les relations familiales, sur les relations sororales, sur les relations entre les amas, entre elles, qu'on se concentrait plus sur l'humain et moins sur il y avait on percevait un peu plus les émotions. Oui, c'est ce qu'on a. C'est des retours que j'ai. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi de très cinématographique. On pense aussi, allez, dernière image, au cinéma japonais des années 60, Ozu, ça c'est Naruse en dessous, comme par hasard, et bien sûr, dans cette tension, la tradition et la modernité, les hommes et les femmes n'ont pas le même rôle. On les voit là en kimono, et l'homme en costume occidental. Donc, parce que l'homme va au travail et la femme va souffler. Voilà. Et donc elle est genrée, cette évolution tendue comme ça, elle est très distribuée. Et on le sent très très bien, puisque l'évolution de l'histoire va vers la décision que prend le personnage de cette jeune femme, va vraiment vers une décision qui lui est propre par rapport à cette situation-là. On ne va pas en dire trop parce que j'aimerais que tout le monde ressorte de là avec l'envie de lire cette BD, mais elle décide de s'en affranchir de ce qu'on attend d'elle. Et c'est justement ce qui fait d'elle une héroïne féministe. En fait, c'est une bande dessinée féministe justement parce qu'elle traite de ses rapports hommes-femmes et que le parti pris de Nagisa est courageux dans ce sens-là justement. Parce que surtout dans les années 60, pour une femme célibataire qui n'a pas d'enfant, qui est autonome financièrement, c'était pas forcément bien vu. Et qui décide finalement de s'affranchir. En tout En cas, ce que j'aime beaucoup, c'est la dernière image où elle revient, puisque l'histoire se termine dans les années 2000. Elle revient, elle est âgée d'une petite soixantaine d'années, c'est ça, à peu près, Elle revient sur cette île, elle se dénude, et les dernières images où elle est de dos, dénudée, débarrassée de ce kimono, fait d'elle quelqu'un qui avance nu. C'est une forme de courage en fait, qui rentre dans cette eau comme ça. Quelque chose de très beau. En fait, c'est comme si la boucle était bouclée. Elle revient déjà sur l'île sur laquelle elle s'est construite. En tant que femme, c'est là où elle a pris toutes les décisions qui ont été importantes aussi. Et puis, effectivement, on voit. Alors, c'est une fin assez ouverte parce qu'il y a on peut imaginer plein de choses. Il y a des gens qui se disent elle fait quoi, mais est-ce qu'elle meurt, est-ce qu'elle se baigne juste. Et en fait, les interprétations sont libres justement. L'auteur voulait juste pas trancher là-dessus, que chacun puisse se faire son idée. Ah oui, j'ai pas pensé à la mort du tout. Moi non plus, je ne pensais pas, mais je sais qu'il y en a qui y ont pensé en fait. D'accord. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que pour moi, c'est juste. Elle revient renouer un peu avec son passé, sans pour autant. C'est une fin un peu douce amère, parce que c'est un peu mélancolique. On sent d'ailleurs dans l'épilogue qu'elle a eu la vie qu'elle avait choisie. Ça, c'est bien, mais on sent aussi qu'il y a eu. Ça a été un peu teinté de regret par certains côtés, qu'elle a fait des choix un peu difficiles,
qu'elle a quitté Lily, qu'elle s'est disputée du coup avec Isoé. On sent qu'il y a des choses qui ont été un peu coupées, des cassures qui se sont faites, et que quelque part elle a perpétué la tradition familiale de quitter l'île sans. Oui, et peut-être qu'elle a aussi finalement pris sur elle de trahir une forme de passé, mais pour mieux le faire évoluer. Oui. C'est-à-dire, est-ce que la modernité peut se passer d'une forme de trahison vis-à-vis du passé? C'est-à-dire qu'en même temps, elle a quitté l'île, c'est-à-dire que sa mère a quitté l'île pour se marier, et elle a quitté l'île pour rester célibataire. Donc c'est presque un pied de nez par rapport à son passé familial, mais le résultat reste le même, c'est-à-dire qu'elle a fait une croix sur ce parcours d'Ara qu'elle a fait. On sent qu'il y a une vie un peu teintée de regrets, qu'elle a une vie moyennement satisfaisante malgré tout. Et en même temps, qui adopte cette forme de modernité. Exactement. Mais voilà, pour dire aussi que faire ce choix-là, ce courage-là, entraîne aussi des sacrifices par ailleurs. Endosser la complexité de la situation des femmes au sein d'une société, oui. C'est pas sans sacrifice. On paye cher. Exactement. Surtout dans les années 60. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur la technique? Et là, je me retourne vers ces jolies planches que tu nous as apportées. Donc, c'est une BD qui a été entièrement dessinée à la tablette numérique. Oui, qui a été entièrement dessinée à la tablette numérique parce que déjà, c'est ma première bande dessinée et que je me sens à l'aise avec l'outil numérique et pas forcément avec... alors, je sais qu'il y a 12 000 manières de faire des planches bande dessinée traditionnelles. Il y en a qui font à l'encre, d'autres à la peinture, d'autres au crayon. Je sais qu'il y a une amplitude infinie de possibilités. Moi, dans la manière de faire, je voyais qu'avec un ancrage, en fait, comme ça, avec une ligne claire, et je ne me sentais pas du tout de le faire à la plume. Je suis assez nulle à l'ancrage et j'ai tout le temps des traits un peu tremblotants. Le fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir reprendre dessus sans faire des gros pâtés ou quoi, c'est quelque chose qui me bloque. Alors qu'avec la tablette graphique, si on rate un trait, on gomme et puis on reprend, et puis en fin de compte, du coup je me sens plus libre dans le mouvement plutôt qu'être tout ça se sent d'ailleurs. Tout figé à la plume. Et puis surtout je voulais quelque part me simplifier parce que la vie, parce qu'au moment de faire le storyboard, j'ai eu le storyboard de Franck, que j'ai réadapté pour moi m'approprier le projet. Et puis, donc j'ai changé des cadrages, avec l'autorisation évidemment de l'éditeur et l'auteur. Je ne fais pas ça, je n'ai pas décidé de faire bon, alors Franck, je vais tout changer. Non, j'ai respecté, mais voilà, il y avait des choses, des cadrages que je voyais peut-être plus verticaux, ou peut-être laisser une plus grande part au décor, ou peut-être des parties pris de mouvements de caméra voilà, que j'avais envie de placer et qui me semblaient pertinents. Je sais que j'étais totalement libre de faire et ça c'était vraiment bien parce que du coup j'ai pu m'approprier aussi ce projet et pas me sentir juste une exécutante. C'était important pour moi aussi, surtout de prendre ce plaisir-là. Et puis, donc j'ai retravaillé le storyboard, donc, ce qui veut dire que j'ai agrandi, j'ai remodelé, j'ai fait des tests et à l'ordinateur c'est tellement plus simple de faire, d'agrandir, de zoomer, de dézoomer, de déplacer un décor, de replacer le personnage où on veut, on fait plein de tests et puis comme on se sent plus libre et que c'est facile, en fait j'ai l'impression que moi je pouvais me permettre plus de fantaisie. D'accord. Et du coup, ça me convenait bien. Voilà. Et donc effectivement, j'ai d'abord travaillé à l'ancrage comme ça, puis après j'ai placé la couleur sur des calques différents. Je travaille sur Photoshop. Voilà. Donc là, c'est par exemple une étude des personnages féminins. C'est ça. C'est en fait les personnages féminins sont venus. En fait, ça fait partie des étapes du début. C'est assez excitant au début justement quand on fait ses recherches de personnages, savoir quel visage va prendre Nafisa ou Zoé, qui sont les personnages les plus importants. Zoé, on voit là, elle a toujours sa clope. Ouais.
Et Isoé est venue. En fait, tous les personnages féminins sont venus assez rapidement. J'ai eu des descriptifs de la part de l'éditeur et de l'auteur en disant tel personnage est plutôt musclé, celle-ci est un peu plus âgée, ou celle-ci elle a un sacré caractère, ou celle-ci est sportive, l'autre est un peu guicheuse. Avec des descriptifs comme ça, pas forcément toujours physiques, mais de temps en temps, uniquement sur les personnalités des personnages, on arrive à ce qu'ils imaginaient. Et en fin de compte, les personnages féminins sont venus assez rapidement. J'ai eu plus de mal parfois avec les personnages masculins, qui sont moins présents, à part Yusuke, la fripouille de revendeur, qui lui, sa tête de fripouille est sortie du dessin assez rapidement. C'était facile pour lui. J'ai eu beaucoup plus de mal avec Goro, et puis avec... non, je ne me rappelle plus comment il s'appelle à la fin. C'est du qui est censé s'auto-mailler. Oui, je me rappelle plus dans tout truc. Voilà. D'accord. C'est horrible, j'ai travaillé dessus, je m'en rappelle. On dira. Et est-ce que tu peux nous parler du choix de la couverture? Oui, alors ça effectivement, ce sont les premières recherches, et puis à la fin, donc, la recherche finale, je voulais, dès le début, je voulais placer dans l'eau, enfin, je voulais placer Nagisa dans l'eau, parce que c'est le sujet, en fait, c'est cette apnée, et puis je trouvais assez beau, justement, ce que je te disais, ces mouvements très hauts, puis très fluides. Après, voilà, c'était trouver la bonne attitude, les plus grands, plus de face, de dos, enfin, voilà, et plein de tests, savoir comment on écrit Anna, quel sous-titre on mettait, ce souffle des femmes, il est venu rapidement. C'est ma soeur qui a soufflé l'idée, c'est marrant. Oui. C'est avec ou sans couteau? Il y en a avec le couteau, coincé derrière et toujours le couteau. Ouais. C'est oui. Parce que c'est en fait c'est ce qui leur permet de décrocher les coquillages des rochers, donc c'est vraiment un outil indispensable. Comme la corde. Exactement. Et puis finalement, on arrivait à cette version-là où on avait toujours cette espèce de fil qui les maintient. En fait, j'ai l'impression que c'est presque une image un peu in utero. On pourrait très bien dire que c'est un espèce de fœtus avec relié comme ça à son cordon ombilical. Et peut-être que j'y graisse un peu, mais voilà, moi ça me faisait penser à ça. Alors après, on peut voir. Et tu disais, oui, c'est vrai, je n'avais pas lu. Mais tu disais aussi que les idéogrammes japonais sont là pour nous dire que ça se passe au Japon. Ça se passe au Japon, et puis parce que sinon c'est difficile de voir en fait. Si on ne connaît pas les hamas, personne ne va se dire. En fait, on se dit c'est une plongeuse, pourquoi elle a un truc bizarre, mais sinon, pourquoi elle a une corde, on ne va pas forcément comprendre que c'est une hama. Après, effectivement, sur la couverture, j'ai représenté avec une espèce de chevelure de sirène, très déployée comme ça autour d'elle. Ça lui donne un peu un côté un peu mystique, un peu comme une déesse mythologique. Un peu comme une sorcière. Voilà, une sorcière, déesse des mers, on ne sait pas trop. Ça lui donne une espèce d'aura, et c'est le genre de liberté qu'on peut se permettre sur la couverture, en fait, sortir un petit peu de la réalité et se permettre de faire une belle image qui soit un peu plus percutante. Voilà, c'était le choix qui a été fait pour ce coup. Mais c'est toujours très important, il ne faut pas se rater sur la couverture en général. C'est le visuel qui va faire qu'on a envie de feuilleter ou pas la bande dessinée. Donc en général, ça fait, il y a plein d'échanges avec l'éditeur, avec l'auteur, savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui va être le plus percutant. Et surtout quand on voit le nombre de bandes dessinées qui sortent chaque semaine, il faut que visuellement ce soit accrocheur. C'est ça, c'est réussi. Et est-ce que tu voudrais nous montrer à partir des planches d'un projet là, oui, que tu as sous la main, comment tu passes du dessin à l'ancrage? Oui, donc comme ça. Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille actuellement. Donc en fait, je fais des recherches comme ça. Où je place les décors, schématiquement les personnages. En fait, en général, je me rends compte que mes personnages sont déjà assez détaillés. Il y a des auteurs qui font, en fait,
ça leur suffit de faire juste un bonhomme patate pour dire que là ils vont faire un personnage de profil, là ça va être de 3/4. Moi j'ai besoin de rentrer un peu dans les détails des expressions pour savoir exactement comment je vais cadrer. Et et puis simplifier la vie après pour aussi pour le résultat final, pour pouvoir vraiment travailler, ne pas avoir à faire par exemple la perspective d'une pièce. Je déteste devoir avoir juste en disant une table, en disant là-bas il y a une table, et puis après de devoir me taper toute la perspective compliquée, surtout que pour moi c'est compliqué de voir la perspective du décor, ça demande toujours un travail très long. Et là on voit vraiment la différence qu'il y a entre eux. Et là c'est pareil, là par exemple j'ai c'est un personnage qui marche dans la lande, et puis là on voit que c'est très détaillé par la suite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, après en fait je peux une fois que je sais comment je compose mon image, je peux passer mon temps à savoir comment je vais traiter les éléments, c'est-à-dire comment je vais traiter les buissons de gruyère, comment je vais traiter la roche, comment je vais traiter le rendu du tweed ou des tissus tweed drapés ou des cheveux. Voilà, il y a un rapport au détail qui est quand même très présent. Oui, je pense que c'est peut-être parce que c'est le trait qui en fait c'est une ligne claire. En fait, les ombres ne sont pas marquées par mon dessin. Je les ai marquées par la couleur à main, mais quand on regarde là, en fait, il n'y a pas de. Par rapport à d'autres BD où en fait les ombres sont insérées dans le dessin, font partie de l'ancrage. Moi, les ombres en général, je les place plus à la mise en couleur, donc c'est vrai que je m'attache beaucoup au dessin. Et c'est un parti pris qui. Je sais pas pourquoi, j'aime bien rentrer dans les petits détails. Je pense que ça rend peut-être le truc plus vivant ou plus. Je me projette plus dans le décor ou dans les expressions des personnages. Voilà, c'est ça. J'aime bien fouiller un petit peu dedans. Et là, ça c'est un projet. On peut dévoiler 2-3 mots de ce projet Oui, 2-3 mots. C'est un projet personnel que j'ai proposé à mon éditeur, donc le même que pour Arma, Sarbacane. C'est un projet où je fais à la fois le scénario et les dessins. Et ça se passe dans l'Écosse des années 30. D'accord. Une histoire intimiste encore, une histoire de femme toujours, mais ça sera plus des rapports entre sœurs. D'accord. Voilà. Et là, il y a une sorte d'évolution, un peu comme Nagisa. Peut-être. Tu traces ta route. Ouais, mais en fait, je pense justement qu'après Anna, déjà, je ne savais pas si j'avais envie de refaire une bande dessinée ou est-ce que je recommençais. Parce que, en fait, quand on sort de l'expérience comme ça, qu'on a travaillé pendant 1 an avec un rythme très intense, on sort un petit peu sec, un peu asséché et fatigué quand même. On n'a pas tout de suite l'énergie de recommencer. Je pense qu'on a besoin un petit peu de se dire bon. Et maintenant. Et en fait, le confinement est arrivé, donc j'ai eu le temps de souffler. et donc j'ai eu le temps de lever le pied. J'ai reçu pas mal de scénarios d'autres maisons d'édition que j'ai étudiés. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que vraiment, pour rentrer de nouveau dans un projet de bande dessinée, il fallait vraiment que ce soit un truc qui me plaise à 200%. Et j'arrivais pas à me projeter dans les projets qu'on me proposait. Je me suis dit, bon, et si moi je me projetais dans ce que moi j'avais envie de dessiner. Et j'avais été en Écosse l'année d'avant, c'est des paysages qui m'inspirent, que j'adore, dans lesquels je me sens bien. J'avais très envie d'illustrer justement ces landes écossaises et puis de continuer à écrire des histoires intimistes et puis des histoires de femmes aussi, parce que c'est des choses que j'ai envie de continuer à raconter pour notre plus grand plaisir. On verra bien. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut se risquer à une question? J'ai 2 questions, si je peux. Tout à l'heure, on parlait en fait de mouvement de caméra, ça va juste titiller un petit peu. Du coup, je me demandais comment la BD en fait se construit. J'aime bien cette comparaison en fait avec le mouvement de caméra et le fait de faire défiler un peu les cases comme des pellicules, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, c'était une question sur comment la BD se crée, du coup, comme un film.
Moi, je trouve que quand il y a une bande dessinée, il y a souvent un langage assez cinématographique, que ce soit dans les plans américains qui sont coupés à mi-cuisse ou des zooms, même des panoramiques qu'on peut ressentir aussi à travers la manière de faire des cases allongées. Voilà, il y a des choses qu'on peut ressentir qui sont un peu instinctives. Et on voit de toute façon que même les réalisateurs, ils travaillent avec des bandes dessinées puisqu'ils travaillent à partir de storyboards, pour ceux qui ont encore les budgets pour en faire. Mais on sent que les deux sont quand même liés de par ce langage, justement, où il y a un champ, il y a un hors-champ, qu'est-ce qu'on va mettre dans la petite fenêtre, en fait. Donc, comment on cadre, qu'est-ce qu'on décide de montrer et de laisser. Et on sent que chaque choix, c'est ce qui me plaît justement dans le langage de la bande dessinée que j'ai retrouvé pas en jeunesse, parce qu'en jeunesse, on raconte une histoire, il y a beaucoup d'ellipses, parce que on raconte une histoire avec une vingtaine d'images, c'est pas du tout la même chose avec une planche qui contient à peu près 8 cases chacune. Si on multiplie par 100 planches, ça fait déjà pas mal, ça fait 800 images. Et c'est vrai que le langage, c'est le choix du cadrage est un langage. Moi je trouve langage. Et puis en fait la manière aussi, chaque case raconte déjà quelque chose, et la manière dont chaque case s'agence les unes par rapport aux autres dans une planche en raconte une autre. Et puis les planches vont aussi les unes par rapport aux autres raconter d'autres choses. Et je trouve qu'en fin de compte, il y a un langage qui est assez complexe. Souvent, on dit non, tu vas pas lire une bande dessinée, c'est un peu bébé ou quoi. Mais en fin de compte, je trouve que les bandes dessinées, c'est quelque chose de très complexe à lire. Il y a énormément de choses qui peuvent se dire et s'imbriquer. Et effectivement, il peut y avoir le rythme. Ouais, un rythme très important en bande dessinée. Bon, évidemment, en album jeunesse aussi, il y a un rythme qui est extrêmement important. Mais c'est une autre manière de raconter une histoire. C'est une narration totalement différente pour moi. Et je trouve ça bien. Et donc, effectivement, avec le cinéma, c'est pareil. Moi, j'y vois un parallèle aussi. Mais quand j'étais à la fac, j'avais pris des cours d'analyse filmique aussi. Donc, c'est un langage qui m'a toujours intéressé. Et pour vous poser une question, moi, j'ai pas lu le cinéma, j'avoue. Et en fait, tout à l'heure, pour aller justement en parlant de littérature, de cet aspect un peu intellectuel de je suis plonge avec sa caméra, etc. Et en fait, du coup, je me demandais si vous avez travaillé en fait différemment, du coup, cette espèce d'espace intellectuel, donc sous-marin, en gros, différent de l'extérieur et du coup de cet endroit où il y a aussi des hommes, où il y a quelque chose qui est en jeu autre que le pêche. On voit dans les planches que de toute manière, le monde sous-marin est réservé aux femmes. Effectivement, dans les planches sous-marines, il n'y a pas un seul homme qui est dessiné. Les hommes n'apparaissent qu'à la surface sur des barques. Et j'ai essayé de montrer surtout le monde sous-marin dans une espèce de profondeur de cases. En fait, j'ai pas mal de cases verticales. Après, moi j'aurais bien aimé avoir dessiné plus de cases, plus de planches sous-marines, parce que c'est des planches qui sont assez belles et qui sont assez poétiques. Et puis c'est le sujet de justement cette pêche aux ormeaux. Quelque part j'aurais aimé en dessiner 3-4 de plus pour avoir mon quota de planches sous-marines. J'étais un petit peu frustrée de ce côté-là, mais c'est intéressant aussi ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se ramontent dehors de l'eau pour Cinéma, donc tout ne se joue pas. C'est cette tension, ce contraste qu'il y a entre dans l'eau et en dehors de l'eau. C'est ça. Et la trajectoire, elle va de l'un à l'autre. C'est ça. En fait, on se rend compte que sous l'eau, tout est fluide. Et en dehors de l'eau, c'est là que ça coince parfois, que ça arrive. Ouais. Je trouve qu'il y a un moment aussi de tension qui m'a beaucoup. C'est un détail, mais moi, ça m'a accroché. On sent vraiment la fusion entre ce métier et l'univers à l'intérieur de la fusion dans laquelle elle évolue. Il y a vraiment un rôle très prépondérant de l'océan, par cette couleur, ce mouvement, cette fluidité qui sont beaucoup de scènes contemplatives aussi, moi, qui m'ont captivé. Et à un petit moment où en fait le revendeur, qui est très cool, on a bien compris, propose quand un moment il y a la pêche qui est moins importante, propose des combinaisons de plongée pour aller chercher un peu plus profond
non, ce que la mère nous refuse, il ne faut pas aller le chercher. Donc c'est vraiment une sorte de consentement avec la nature de ce qu'elle nous offre, de ce qu'elle nous donne, ne pas la forcer à aller chercher plus loin. Ça peut être une interprétation Exactement. mais c'est aussi un rapport à cette féminité de ce qu'elle peut offrir, ce qu'elle peut donner, ce qu'elle nous offre. On ne force pas. Oui, on ne force pas, exactement. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi ce rapport-là, donc homme-femme, et puis effectivement, il y a ce rapport à la nature qui est. C'est un peu une femme écologique aussi, par certains aspects. Elles sont dans le respect des ressources, justement, qu'elles cherchent. À la fin, quand les hormones se font plus rares, à la fin, finissent par accepter. Dans les années 60, 70, 80, les combinaisons de pêche, mais elles sont toujours refusées. Les bouteilles de plongée qui leur auraient permis de pêcher davantage. Mais voilà, justement, elles sont dans un respect total des ressources naturelles que peut offrir la mer, et elles sont contre la surpêche qui abîme les fonds, voilà, il y a aussi, c'est très important aussi ce rapport au froid, justement, où clairement on voit qu'elles ont toujours froid. Moi j'ai vu des documentaires là-dessus, on sent qu'elles ont toujours froid parce qu'elles passent quand même 4 heures sous l'eau, sous l'eau, à des températures qui ne sont pas toujours très clémentes, et on sent que justement c'est une espèce, elles éprouvent leur corps, savoir jusqu'où elles peuvent aller, et c'est leur corps, ce qui va leur indiquer, c'est la limite en fait. Voilà, elles ne peuvent pas aller de certains trucs, ben là c'est trop froid, ben on ne plonge plus. Ça veut dire Elles sont d'égal à égal aussi avec la nature qu'elles ressources. Ouais. Là, c'était un exemple de case très verticale sur une planche. Voilà, il y a souvent ces cases très verticales comme ça, soit avec le ciel et les oiseaux, soit avec la mer et la plongeuse. Ouais. Bah là, c'était pour montrer une faille sous-marine, mais ça me semblait une bonne idée. Il y avait une question. Vous en aviez deux, non? Il en a besoin. Pourquoi ce sont des femmes qui... Alors, il y a une théorie qui, moi, que je trouve un peu fumeuse, mais c'est une théorie qui dit que en fait, les femmes, dans leur constitution, sont mieux adaptées pour justement supporter le froid. Parce qu'à ce qui paraît, elles ont une masse graisseuse qui est plus importante. Je dirais que ça dépend un peu des corpulences, en fait, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il y a des corpulences différentes. Je ne trouve pas qu'un sexe soit plus adapté qu'un autre pour lutter contre le froid, mais bon, après, moi, je ne suis pas scientifique, donc je pense que c'est comme la taille du cerveau entre les hommes et les femmes. Ouais. Non, ça c'est prouvé par contre. Non, je sais pas, je pense que moi, c'est plutôt... Je me dis qu'à mon avis, ça allait bien aux hommes de rester sur la barque, fumer des clopes pendant que les nanas plongeaient. Ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous êtes raconté justement pour... Bah, moi j'ai posé la même question parce que moi aussi ça m'intéressait. Je me suis dit, mais pourquoi c'est des femmes? Et donc Franck m'a dit, la théorie qui circule, c'est ça. Sauf que entre les deux, tu préfères rester sur la barre, faire la sieste et attendre que la personne tire sur la corde, ou est-ce que tu préfères plonger à 10 mètres? Elle plonge à combien de mètres en fait? Elles peuvent plonger aux alentours d'une dizaine de mètres, voire un peu au-delà. Elles peuvent plonger assez bas quand même. Puis c'est très éprouvant. Il faut chercher les endroits où ils sont pas, il n'y a pas marqué. Voilà. En plus, il faut fouiller, il faut bien savoir les repérer. fonds. Exactement. Elles connaissent tous les coins oraux, elles savent, ben là il y en a, peut-être qu'il faut attendre un peu, peut-être dans un mois, ça va. Voilà, elles savent, elles connaissent bien. Et puis justement, pour repérer les points oraux, elles font des cairns. Exactement, des petits cairns en disant voilà, là il y a, je me rappelle sur cette plage à 200 mètres, il y a un point pas mal. Ouais. Mais ils ont leurs petites astuces. Ouais. Pour les nus, qui parlent énormément, ça donne beaucoup de consistance au personnage. La nudité, puis elle est très travaillée. Oui. Vous avez utilisé des modèles ou c'est votre imagination? Un peu de tout.
En fait, pour les positions où je ne sentais pas, je me suis aidée de photos. Parfois, je mis une position dans la glace pour voir comment le corps s'articule dans telle position. Moi, je travaille toujours avec un miroir en face de moi, ne serait-ce que pour les expressions du visage. Pour dessiner des mains, je mets une main, par exemple, pour dessiner une main qui tient un verre, j'ai mon miroir en face, et puis je vois comment je triche. Mais comme tout le monde le fait, c'est plus une triche. Donc voilà. Et pour les corps, je voulais vraiment qu'ils ne soient pas du tout sexualisés, surtout en bande dessinée. En général, quand le corps des femmes est excessivement sexualisé, érotisé. On sent déjà que la bande dessinée a été longtemps le domaine des hommes et qu'ils se sont bien fait plaisir. Et du coup, voilà. Là c'était un peu le défi d'arriver à montrer toutes ces femmes nues sans pour autant qu'elles soient sexualisées. Mais énormément de personnalité, c'est quoi par rapport à une féminisation érotisée, Oui. c'est très individualisé. C'est le but. Moi après, au bout d'un an d'avoir travaillé sur elles, c'est devenu un peu comme des copines. J'imaginais leur voix, j'imaginais leur démarche. Vous n'avez plus beaucoup de secrets pour moi et j'avais l'impression que c'était vraiment... oui, quelque part, elles prenaient vie, en fait. C'est bien si vous le ressentez aussi. Il y a quelque chose qui est aussi très frappant quand on rentre dans la BD. Au tout départ, quand elle commence à être initiée à ces secrets du métier d'ama, elle va au port vendre les ormeaux avec sa tante. Et le langage est très vert, très cru, contrasté avec le paysage du Japon traditionnel, avec les femmes en kimono, c'est un sacré contraste. Et on est d'emblée plongé dans quelque chose, on se dit en fait, ah mais oui, on est dans une histoire japonaise, mais ça ne va pas être une estampe, c'est un dock du Havre. Ça pourrait être des dockers. Complètement. On sent clairement, on sent que oui, c'est les femmes du port, quoi. Elles parlent crûment, Elles se défendent face aux hommes, elles se défendent, elles ont un insulte assez facile, elles boivent le soir, elles fument. Voilà, ça fait les bûcherons de la mer. Les hommes non plus, hein. Elles ont un langage très franc aussi de leur expérience avec les hommes aussi. De femme à femme, elles changent beaucoup de choses très crues aussi. Oui, mais alors presque ça, c'est pas entre toutes les femmes. Moi, j'ai l'impression qu'entre copines, on se raconte pas mal de choses. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez inhérent à toutes les communautés de femmes, où justement, on se confie entre ces bonnes copines. En fait, elles sont presque toutes... C'est presque comme toutes des sœurs. Elles se connaissent depuis qu'elles sont nées, donc entre elles, il n'y a plus vraiment de... Il n'y a pas de fausse pudeur. Voilà, elles sont... et puis elles se confient leur vie un peu quand... elles veillent toutes les unes sur les autres, elles sont très soudées. Donc quelque part, c'est pas non plus très étonnant qu'elles se confient avec cette facilité et cette espèce d'impudeur aussi un peu amusante que on observe de l'extérieur. Moi, j'ai des souvenirs de soirées entre copines où on parlait comme ça aussi. Après, je sais pas, je suis peut-être la seule. Non, c'est vrai. Il y a le cadre et le carcan qui pèse en fait sur la parole des femmes une fois qu'elles sont dans un cercle intime. Oui, elles se lâchent un peu plus. Mais effectivement, Nagisa qui, elle, débarque au début, c'est évidemment pour elle cette première journée où elle arrive au port, au milieu d'une bagarre, et puis qu'après, les filles parlent un peu crûment de leur relation sexuelle avec les garçons du coin. On peut comprendre que ça l'a un petit peu choquée, c'est un petit peu choc de culture. Elle se prend un peu une petite gifle, Nagisa, au tout début, elle ne sait pas trop où elle atterrit, effectivement, ça a compliqué. Mais, Merci beaucoup. merci à vous, enfin, merci à toi, et puis merci d'être venu. Oui, merci d'avoir été là. Merci.